Focus Podcast. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement important, sensible et surtout beaucoup plus répandu qu'on ne le pense, les troubles du comportement alimentaire. Quand on parle de TCA, beaucoup de gens pensent immédiatement à l'anorexie, mais en réalité, le sujet est bien plus vaste, plus complexe et souvent invisible. Hyperphagie, boulimie, orthorexie, culpabilité alimentaire, obsession du contrôle, image du corps, les réseaux sociaux et la culture du fitness. Énormément de personnes souffrent en silence. Et le pire, c'est qu'on peut avoir l'air healthy, sportif, discipliné, tout en étant en détresse avec la nourriture. Pour parler de tout ça, je reçois aujourd'hui une diététicienne spécialisée dans les TCA, également formée à la PNL et à l'hypnose ericksonienne. Il s'agit de Mathilde Danjou. On va essayer de comprendre ce qui se cache réellement derrière ces comportements, pourquoi le problème n'est souvent pas la nourriture elle-même, et surtout comment on peut reconstruire une relation plus saine avec son corps et son alimentation. Installez-vous confortablement, c'est parti, bonne écoute à vous. Mathilde, bonjour, bienvenue sur le podcast. Par ce temps plus vieux, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va, impeccable. Merci de me recevoir dans tes locaux. Merci à toi. Pour commencer. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui? Oui, bien sûr. Donc moi, du coup, je suis Mathilde Danjou, donc je suis diététicienne depuis presque 11 ans maintenant. On en reparlera, mais du coup, avec un parcours un petit peu atypique. Donc voilà, je suis en libéral, je suis spécialisée en TCA et donc en troubles du comportement alimentaire et je vais bientôt être formée également aux troubles de l'oralité alimentaire. Ok. Voilà, qui est une certaine forme de TCA aussi. Quel était un peu le parcours pour en arriver là aujourd'hui? Ah. Alors moi, j'ai jamais été très très bonne à l'école. Je dis toujours la petite blague, moi, Clovis, je l'ai pas connu et globalement, je m'en fichais un petit peu de qui c'était. Donc pas très très bonne à l'école. Je savais que je voulais soigner, mais je savais pas trop comment. Je voulais pas rentrer dans l'intimité de la personne, donc je voulais pas être médecin, infirmière, etc. Donc moi, j'avais le choix entre orthophoniste, diète et psycho. Et comme j'étais pas bonne à l'école, ma mère m'a dit: «La fac, je le sens pas trop pour toi, quoi». Donc du coup, il fallait que j'ai un parcours beaucoup plus cadré. Donc je suis partie en diète, donc encore une fois, il y a presque 11 ans maintenant. Et les jobs en diète, c'est assez compliqué, c'est pas très intéressant, c'est un peu sous-payé, on n'est pas beaucoup représenté dans les centres hospitaliers. Finalement, s'il y a déjà 2 diètes à Bel-Air, je pense que c'est beaucoup. Donc voilà, le marché du travail super compliqué. Et finalement, j'ai eu l'opportunité de partir dans le recrutement du secteur soins. Donc typiquement, aller chercher les CV, chercheurs de tête, etc., mais uniquement dans le secteur soins. Et moi, ça me permettait de rester un petit peu informée de qu'est-ce qui se passait ou non, les nouvelles, les nouveautés, tout ça, de rester quand même dans le secteur soins. Et l'opportunité, il y a presque 1 an et demi maintenant, où je suis vraiment revenue purement dans la diète. Voilà. Donc là maintenant, tu as ton cabinet à toi, C'est ça. sur la commune d'Algrange. Sur la commune d'Algrange, ouais. Ok. Donc parcours atypique, ouais, comme tu dis. On va attaquer un peu donc le sujet du podcast, donc les TCA. Déjà concrètement, donc qu'est-ce qu'on appelle un TCA? Donc un TCA, c'est un trouble du comportement alimentaire. Il y a 3 types à l'heure actuelle qui sont vraiment reconnus par le monde psychiatrique, donc par le DSM-5, donc la 5e version du manuel de psychiatrie reconnu mondialement. Donc la Bible du médecin psychiatre. Donc il y en a que 3 qui sont à l'heure actuelle reconnus. Donc on a l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie boulimique. Et le dénominateur commun, si tu veux, c'est une relation malsaine avec l'alimentation. C'est un trouble vraiment au niveau du comportement lié à l'alimentation. Et on va avoir vraiment, on va dire, 2 grands types. On va avoir l'anorexie où d'un côté, il va y avoir la restriction. Et d'un autre côté, au niveau de la boulimie et de l'hyperphagie boulimique, où là, ça va être plus des périodes de restriction jonchées de prises alimentaires, donc ce qu'on va appeler les crises, d'une grosse quantité alimentaire qui dépasse finalement le repas traditionnel que toi et moi on pourrait avoir par exemple sur un court temps, sur vraiment c'est un laps de temps très court finalement. Ouais, donc d'un côté, tu as la restriction et de l'autre côté, tu as vraiment l'excès, quoi. C'est ça. Ok. Je m'étais noté aussi l'orthorexie. Ouais, alors en fait, il y a beaucoup d'autres types de TCA. On va avoir par exemple donc l'orthorexie, on va avoir la dysmorphophobie qui n'est pas un TCA, qui est plus ça va être plus être comment on appelle ça Oui, de comment tu te vois, quoi. Ouais, c'est plus un symptôme, pardon.
Donc il y a ça, il va y avoir aussi le méricisme, il y a, la restriction du sport aussi. Donc voilà, maintenant on commence un petit peu à avoir des définitions qui viennent à gauche, à droite, donc toujours très médicales et très reconnues, mais sans critères de diagnostic. Maintenant il y a l'ARFID aussi qui est venu, donc au niveau des troubles de l'oralité alimentaire. L'orthorexie, si tu veux, ça va être vraiment des personnes qui, eux, vont être dans l'excès du healthy. C'est vraiment manger sain par excellence, à tel point que ça en devient tellement restrictif et tellement obsessionnel qu'ils ont plus ce plaisir et cette relation saine que toi et moi, par exemple, on pourrait avoir face à une assiette ou à un repas convivial avec d'autres personnes. Et donc du coup, par rapport à tout ce que je disais autre, le méricisme par exemple, il y a le recrachement et le méricisme, c'est des personnes, surtout chez les anorexiques, ils vont mettre par exemple un Oreo en bouche, juste pour avoir le sucré et un peu le gras, la chose hyper palatable dans la bouche, et ils vont le recracher. Et le méricisme, c'est vraiment le fait de remanger après ce qu'ils recrachent. Donc ça, c'est une vraie maladie psychiatrique également, qui est liée au TCA directement. Donc soit c'est un symptôme, soit c'est purement... ça vient conjointement en fait au TCA. La restriction sportive aussi, on le voit par exemple chez les gymnastes, les danseurs, les skieurs, où ils doivent avoir absolument, ou alors dans les sports de combat, où tu sais, t'as des catégories de poids, t'as des ouais. catégories de poids, où du coup on en devient pareil à ça finalement de l'anorexie, parce que c'est tellement restrictif et ils doivent tellement avoir un certain type de poids qu'on les met aussi dans une classe de TCA pour certains, parce que généralement quand ils quittent la compétition, ils savent plus comment manger. Mais on a beaucoup justement, même en bodybuilding ou autre, hein, tu t'es tellement restreint avant la compétition que derrière, au final, tu pars un peu en couille, quoi. T'as tellement pas eu ce que t'aimais parce que bon, bah voilà, t'as beau faire des compétitions de bodybuilding ou autre, on reste des humains, je pense, et on aime tous manger certaines choses. Et après, derrière, c'est horrible quand il y en a plein justement qui développent des TCA après leur première, deuxième, troisième compétition, quoi. C'est ça, ouais, en fait, tu perds tous tes repères. Tu dérègles ton corps à vouloir trop le régler finalement. Et est-ce qu'on peut vraiment souffrir d'un TCA, donc du coup sans être vraiment maigre? Parce qu'on voit souvent l'anorexie, mais du coup, est-ce qu'on peut avoir une forme d'anorexie, on va dire, mais sans être maigre? Est-ce que ça existe ou pas? Alors oui, parce que déjà dans les débuts de l'anorexie, beaucoup vont être justement très sportives, avoir un petit peu le corps que tout le monde rêverait d'avoir. Elles sont très filiformes, un peu les gymnastes si tu veux, très filiformes, très gainées, très avec le dos très droit, très musclé et du coup assez jolies à regarder. Donc généralement les gens s'inquiètent pas spécialement. Après tu vas avoir du coup dans les cas de la boulimie où soit va y avoir la boulimie où la personne va partir un petit peu dans tous les sens dans ses repas, soit il va y avoir la boulimie qui va alterner, si tu veux, des périodes d'anorexie et des périodes de boulimie. Donc en fait, elle va avoir un poids qui, au début, va être globalement normal. Donc les gens vont pas spécialement se rendre compte de ce qui se passe. Elle va passer complètement inaperçue. Et après, à l'inverse, sur l'hyperphagie-boulimie, où là, et comme il n'y a pas de comportement compensatoire comme on peut retrouver dans l'anorexie et la boulimie, donc les comportements compensatoires, ça peut être le vomissement, ça peut être le sport à outrance, ça peut être l'usage de laxatifs, de potions un petit peu détox, etc. Donc comme dans l'hyperphagie, il n'y a pas ce comportement-là, généralement c'est des personnes qui prennent assez facilement du poids de par la prise alimentaire qui est juste beaucoup trop excessive par crise. Ouais. Oui, parce qu'on le voit beaucoup sur les réseaux, c'est souvent chez les jeunes femmes. On voit qu'elles ont été boulimiques pendant un moment. Après, c'est parti carrément à l'inverse, elles sont parties anorexiques. Et bon, après, pour certaines, elles arrivent à s'en sortir et à revenir à un physique normal, on va dire, quoi. On se comprend. Pourquoi les gens, ils associent encore trop souvent les TCA uniquement au poids et au physique et pas vraiment à un problème psychologique? Parce que je pense que ça, c'est typiquement dans notre société à l'heure actuelle. Il y a encore quelques temps, on disait que la dépression, c'était pas spécialement une maladie. Parce que ça se voit pas. Parce que quand tu te casses le pied, ça se voit, t'es malade, il y a quelque chose qui se passe. Tandis que quand tu dis « Ah, je bois un peu du noir, j'ai du mal à me lever le matin, je sais pas trop ce qui m'arrive, je rigole plus trop, je suis éteint », les gens, ils assimilent pas ça à une maladie. Et je pense que on a trop l'image de l'anorexie encore avec les Kate Moss des années 90 et 2000 où il faut absolument que la fille, elle soit rachitique et la peau sur les os, où là, on va dire « Ah oui, là, elle est malade ». Et je pense que dans l'inconscient des gens, tant que physiquement ça ne se voit pas, et tant que la personne ne porte pas des béquilles ou un pansement quelque part, on associe le fait qu'elle, du coup, c'est pas forcément une maladie.
Et comme on touche à l'alimentation, moi je le vois parce que je suis encore née dans les années 90. Donc je le vois, cette culture aussi des parents qui te mettaient presque une claque derrière les étiquettes en disant: «Mais mange, c'est simple, non?» Ou alors, justement l'inverse: «Mais arrête de manger dans le placard». C'est tellement «simple» entre gros guillemets qu'on voit pas la maladie derrière. Sauf que c'est un vrai diagnostic, c'est une vraie maladie. Il y a vraiment des connexions au niveau du cerveau qui sont mal. On a réussi à le prouver. Donc c'est une vraie maladie, mais je pense que dans l'inconscient des gens, ça ne l'est pas encore, c'est pas acquis. Ouais, c'est un problème de société, je pense. Un peu comme quand tu vois des gens qui ont une carte handicapée sur une place handicapée, mais comme tu dis, qui sortent pas avec des béquilles ou qui ont pas de fauteuil. C'est ça. Mais tu as des maladies, les fibromyalgies, c'est un handicap invisible. Mais pourtant, les gens, ils souffrent au quotidien, mais oui, tu les vois marcher. Mais peut-être qu'ils peuvent pas marcher pendant 3 heures comme toi tu peux le faire ou autre. Déjà pour faire leurs courses, c'est déjà pas mal, quoi. Est-ce qu'on sous-estime énormément l'hyperphagie aujourd'hui, selon toi? Ah oui, clairement, clairement. En fait, des fois, je vois des gens qui me disent: «Ouais, mais bon, moi j'aime bien manger, quoi, vous comprenez?» Oui, enfin, là, ça dépasse peut-être un peu l'entendement. En fait, il y a un peu ce truc de tant que la personne, elle mange, parce qu'encore une fois, quand on parle TCA, on parle, on imagine tout de suite l'anorexie. Parce que c'est la caricature, en fait, du personnage, de la maladie. Sauf que du coup, quand la personne, elle vient et qu'elle me dit: «Bah ouais, mais bon, moi j'aime bien manger, quoi, le soir, ça peut être un paquet de M&M's, après des Pim's, après...» Oui, là, ça devient plus normal, quoi. Et il y a toujours cette petite blague autour de ça de: «Ouais, mais moi j'ai toujours été comme ça, je suis un bon mangeur». Donc on voit pas la maladie derrière puisque manger, c'est normal, tout le monde le fait. Par contre, au niveau des nouveaux chiffres, là, on parle de 20 à 40% des personnes en surpoids et en obésité sont atteintes d'hyperphagie. C'est énorme, c'est presque une personne sur 2, à peu de choses près, c'est une personne sur 3. C'est énorme finalement. Donc bien sûr qu'on le sous-estime, à mon sens. À quel moment un simple régime peut vraiment devenir dangereux psychologiquement? Quand il y a trop de restrictions. Quand on en vient finalement à perdre le plaisir, quand le moindre repas de famille devient une source de stress. Quand du coup, tu viens à peser la moindre cuillère d'huile d'olive que tu vas mettre dans ta salade. Là, je pense qu'effectivement, on est sur une ligne rouge très border. Et je le vois, j'ai beaucoup de patients qui me disent: moi, depuis mes 9 ans, j'ai vu des diététiciens, je devais tout peser, j'ai fait ci». Bah oui, du coup, 45 ans, elle sait plus quoi faire parce qu'en fait, son corps, il est tellement en mode survie que du coup, ouais, elle a perdu complètement le fil. Mais c'est parce que c'était beaucoup trop restrictif. Elle a perdu le plaisir et la notion finalement de bien manger ensemble et de bien vivre ensemble. Après, je pense que quand tu mets régime, c'est un mot qui est assez péjoratif, assez négatif. Aujourd'hui, on parle beaucoup de rééquilibrage alimentaire, qui est, à mon sens, bénéfique. Après, moi, je prends mon cas personnel, tu vois, j'ai perdu 15 kilos en faisant un rééquilibrage alimentaire. Alors oui, je pesais tout. Comme tu dis, tu vois, la cuillère d'huile, les 3 M&M's que j'allais manger le soir, tu vois. Mais aujourd'hui, ça m'a permis de me rendre compte. Et après, on a tous des amis qui aimeraient bien faire un régime, qui demandent toujours conseil à droite à gauche, tu vois. Moi, je dis toujours au début, déjà, le mieux, c'est de se faire aider par un professionnel de santé, un coach sportif, nutritionniste, diététicienne, etc. Mais j'ai toujours essayé déjà de toi-même. Tu prends une appli de comptage de calories et tu rentres ce que tu manges dans la journée. J'essaye pas de commencer à gratter. Tu rentres juste pour que tu puisses te rendre compte que quand tu cuisines, tes 50 grammes de beurre que tu mets dans ta poêle, ça représente ça. Et tu dis finalement ça, tu aurais pu manger 2 fruits dans la journée, qui est bien meilleur que le beurre que tu mets dans ta poêle, etc. Et je pense qu'une fois que tu vois, par exemple, 5000, 6000 calories, je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui en surpoids qui ne savent pas manger et qui arrivent facilement à 5000 calories aujourd'hui. Je pense que quand tu dis, c'est entre 2000, 2500, à peu près 3000, allez, on va pousser jusqu'à 3000 pour une personne lambda. Là, t'es à 5000, je pense que ça te fait quand même déjà réagir. De dire, putain, je mange peut-être trop. Alors oui, comme tu dis, bon mangeur, ok. Mais il y a bon mangeur de bonnes choses pour la santé et bon mangeur de choses gustativement seulement, quoi. Donc c'est pour ça que je pense que régime, c'est un mot un peu trop péjoratif. Après, rééquilibrage alimentaire, aujourd'hui, c'est toujours pareil, on l'entend un peu à toutes les sauces, avec toutes les pubs comme j'aime, etc., etc. Mais
Mais je pense que si déjà tu commences par toi-même un petit peu à être curieux, même à lire des livres, autre chose, je pense que tu peux quand même déjà réussir à t'en sortir un tout petit peu Oui. et après d'aller t'aiguiller vers un professionnel de santé Mmh. vraiment pour aller chercher, comme tu dis, voilà, les petits trucs qui iront pas et que tu peux pas régler tout seul, quoi. Non, c'est clair. Les quantités aussi. Beaucoup, je demande à mes patients des fois de peser une assiette qu'ils auraient mangée traditionnellement, sans avoir mon avis et une assiette comme moi je leur ai un petit peu conseillé juste pour voir un peu le delta entre ce qu'ils mangeaient avant et ce qu'ils devraient manger effectivement. Et il y a une grosse différence. Ouais, souvent. Moi, je dis toujours, tu sais quoi? Depuis que que j'ai commencé à faire attention, je mange plus qu'avant, en Ouais. quantité. Bah oui. C'est, Oui, la restriction. bah, au fait, ce qu'il y a, c'est qu'avant, tu vois, tu manges, je parle en poids global sur la journée. Les saloperies que tu vas manger, ça représente rien, c'est volatile, tu vois, c'est des 30 Mmh. grammes, 50 grammes, ça représente rien. Maintenant, je dis toujours, essaye de manger comme moi je mange. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui n'y arriveraient pas. Mmh. Quand t'enquilles entre 2 et 3 kilos de nourriture par jour, c'est genre énorme. Mmh. Les gens ils me disent: «Mais comment t'arrives à manger tout ça?» Je dis: «Ouais, OK, mais j'ai en attendant, c'est que des aliments sains». C'est sûr que quand tu vas te manger 500 grammes de fruits, ben, tu vois, dans ton ventre, ça représente pas grand-chose, mais au niveau de la satiété, tu y es quand même, quoi. Oui, c'est ça. Mais en termes de calories, voilà, Ouais. c'est sûr que tu vas manger 500 grammes de fruits rouges, je sais pas combien ça doit aller, peut-être 200-240 calories dans les eaux-là. Heu, 240 calories, c'est un Mars, quoi. Oui. Mais un Mars, ça représente 40 grammes, tu vois, c'est rien. Que tu as digéré en très peu de temps C'est ça. finalement, quoi, oui. Donc après, j'ai Tu toujours, rien à voilà, manger. vaut mieux manger mieux et du coup, on pourra Ouais. manger plus. Donc un bon mangeur s'y retrouvera mieux finalement. C'est clair. Après, bon, voilà, au niveau du goût, ce sera peut-être pas pareil, mais je pense qu'il s'y retrouvera beaucoup plus, quoi. Hem, Est-ce que du coup, donc la culture du contrôle alimentaire peut vraiment devenir, addictive? Ouais, clairement, je pense. En fait, ça rejoint un petit peu ce que je te disais tout à l'heure et par rapport à ta précédente question, c'est que finalement, pour moi, quand tu viens te restreindre, quand tu viens tout calculer, quand tu sauf rééquilibrage, effectivement, la personne qui part de zéro, à un moment donné, il faut bien qu'elle puisse avoir des bases, heu quantifiables et mesurables et palpables. Mais quand tu en viens à vraiment trop te restreindre, à être constamment dans le «je dois calculer, je dois prévoir que si je mange chez un tel et machin et ci et ça», à mon sens, ça peut que de te donner une espèce d'obsession sur quelque chose qui finalement est normal. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme les gens qui vont avoir des troubles digestifs, s'ils ont pas un toilette à côté d'eux et s'ils sont pas tout seuls dans une pièce parce que, oh là là, tu t'imagines, c'est en fait quelque chose de complètement normal, physiologique ou par exemple pour des gens qui pour le sommeil, tu as des gens, tu les sors de leur chambre, ils doivent aller dormir à l'hôtel, ils sont tout paniqués. Là, ça va pas pour quelque chose que normalement de physiologique que tout le monde fait, que tu as besoin de ça pour survivre, si à partir de ce moment-là, ça en devient une angoisse perpétuelle de qu'est-ce que tu vas manger et comment et quoi et quelle quantité, mais tu vis plus en fait. Et c'est là où effectivement ça donne pour moi des dérives. Donc tout ce qui est calcul, etc., moi je suis pas très pour, sauf si, comme on vient de le dire, quelqu'un qui démarre de zéro, il faut bien qu'à un moment donné, il sache un petit peu quoi ingérer et comment et dans quelle quantité. Oui, Mais ça après, il rend faut compte un lâcher peu, ça. quoi. Voilà, après, il faut le lâcher. Après, il y en a qui utilisent donc la nourriture comme, récompense, un peu comme, les cheat meals Mmh. et d'autres vraiment c'est vraiment un anesthésiant émotionnel, un peu le «je mange mes émotions», quoi. Et ben, je pense que, du coup, les gens des années 90 vont me comprendre. Quand tu tombes et qu'on te dit: «Bah, viens, mamie, elle va te donner un bonbon». «Oh, tu en colère? Bah oui, bah viens, maman, elle va te donner une petite sucette». «Tu veux que maman, elle te fasse ton plat préféré?» Et en fait, tout ça, ça vient te faire comprendre, étant petit, que si je me fais mal, donc si je suis triste ou si j'ai une douleur, je peux calmer ça avec la nourriture. Si je fais une colère au supermarché et que je me mets à taper des pieds au milieu du rayon bonbons, maman va m'acheter des bonbons, donc ça veut dire que la colère, je peux la gérer par rapport avec un aliment, sucré, salé, peu importe. L'anesthésiant, ça va être, par exemple, oui, je me suis fait mal et cetera, bah, hop, quand tu sors, de l'hôpital et qu'on te dit: «Ah bah, tu t'es fait opérer des amygdales, oh bah, tu peux prendre toutes les glaces que tu veux possibles et imaginables». Bon, oui, d'accord, ça aide, c'est un petit peu anesthésiant local, mais ça vient aussi de nouveau renforcer le fait que la nourriture peut être un doudou et peut être vraiment quelque chose qui peut te soutenir, ta béquille, en fait, plus tard dans ta vie d'adulte. Tu vois, j'avais vraiment ça, ouais. Chez nous, quand on faisait des caprices, c'était plus une claque que des bonbons, mais
Bah écoute, moi en tout cas de ce que je vois, j'ai quand même pas mal de patients qui me disent: «Ouais, mais ça je crois que ça vient dans mon enfance parce que c'est vrai que ma mamie, elle me faisait toujours le plat que je voulais quand machin nanana nanana» et tu sens que derrière, il y a une histoire familiale, d'enfance en fait. Ouais, tu vois, c'est fou, c'est vrai que c'est un truc que j'aurais pas du tout pensé, quoi. On va parler un petit peu donc des réseaux sociaux, de l'image, un peu tout ça, qu'on voit aujourd'hui. Quel impact ont, Instagram, TikTok, un peu la culture du fitness, justement sur, les TCA aujourd'hui? Alors, j'ai plus la date en tête, mais dans les années peut-être 70, la télé est arrivée aux îles Fidji. Alors, les îles Fidji, c'est des Maoris. Donc on voit un petit peu la carrure d'un Maori et d'une femme Maori aussi. Les petites filles, donc les études ont été menées, et cetera. Ils se sont rendus compte que les petites filles, depuis l'apparition de la télé, donc possiblement des émissions européennes et américaines, bon je crois qu'eux ils sont anglophones, donc plus américaines, on s'est rendu compte que, les petites filles à l'école commençaient à se comparer, commençaient à parler de régime, et cetera. Alors qu'avant, en fait, elles étaient, toutes sur leur petite île et elles bougeaient pas de leur île et elles vieillissaient sur leur île. Donc en fait, le poids du corps et l'image du corps et ce que ça pouvait représenter, pour elles, c'était normal qu'une femme soit un petit peu costaud et que l'homme soit costaud et en fait, tout le monde vit comme ça très bien. Et on s'est rendu compte qu'avec l'apparition du câble dans les années 70-80, il faudrait regarder la date, on s'est rendu compte que bim, les petites filles à l'école, elles commençaient un petit peu à rentrer le ventre, à vouloir rentrer dans du 36, etc. Donc, je pense que ça prouve vraiment le poids du marketing, le poids le poids de l'influence des médias en règle générale sur justement tous ces grands courants. Tout ce qui va être Instagram, TikTok, moi je me méfie énormément parce que tu vois toujours tu vois le petit, bowl cake du matin avec les petites myrtilles, les petits copeaux de chocolat et machin. Le truc, il est parfait. Bon, tu as une image qui fait, qui fait ça. Tu sais pas, en fait, tout ce qu'il y a autour. Ça se trouve, c'est le Bronx à la maison. Ça se trouve, la nana, elle en a absolument de partout. En fait, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière cette photo. Si ça se trouve, la fille, oui, elle a 4 enfants. Elle vient d'accoucher de son petit dernier qui a à peine 1 mois. Elle te fait un bowl cake qui est absolument génial que même toi, en tant que 4 enfants, maman qui vient d'accoucher, etc., t'es même pas capable de faire. Ouais, mais si ça se trouve, la fille qui te met cette photo-là, ça se trouve déjà de 1, c'est peut-être de l'IA. De 2, si ça se trouve, c'est la photo de la voisine. Si ça se trouve, elle a une nanny à la maison qui est là pour les gamins. En fait, toi, tu viens transposer ta propre vie par rapport à cette nana-là qui te montre son super corps, son machin, etc. Mais tu sais pas l'histoire qu'il y a derrière. Et ça, je trouve ça toujours super, presque dangereux. Parce que, la fille, ouais, ça se trouve, elle a un coach sportif, ça se trouve, elle a toujours été filiforme, si ça se trouve, ça se trouve son gamin, c'est peut-être même pas son gamin. En fait, les gens sur les réseaux, ils te montrent que ce qu'ils veulent. Donc toujours faire super attention au corps parfait des gens, toujours faire attention parce que pareil, la photo, ça se trouve, elle a été prise, quand la fille, elle avait 25 ans, que maintenant elle en a 35 et 4 grossesses dans les pattes, quoi, tu vois? Donc Ah toujours bien faire sûr. super attention à ça. La nana, ça se trouve, elle a, elle a toute une horde autour d'elle pour pouvoir faire le ménage, un cuisinier et machin ici et ça. On sait pas la vie des gens derrière. Donc il faut je pense qu'il faut arrêter de s'identifier trop facilement à ce qu'on peut voir sur les réseaux et toujours avoir ce recul-là de se dire: en fait, c'est peut-être pas tout à fait applicable à moi et à ma vie. Ouais, Et surtout qu'aujourd'hui avec les physiques qu'on voit, hem, bah, limite tu peux, comment dire, développer pas des frustrations, mais un peu être envieux parce que tu te dis: si la personne là, voilà, elle y arrive, pourquoi pas moi? Mais comme tu dis, derrière, il y a tellement de choses à prendre en compte, tu vois? Les maladies, est-ce que la personne là, elle est dopée aussi? Parce que maintenant, voilà, mmh, et maintenant il y a l'intelligence artificielle aussi qui est là, donc c'est vrai que je pense que il faut mieux regarder comment on était nous, peut-être il y a 5 ans et est-ce qu'aujourd'hui on est mieux, mmh. que est-ce qu'on est mieux que la personne qu'on voit sur internet, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Mais bon. ça. Puis tu vois, moi, je vois plein de gens qui me disent: «Ouais, tu vois, moi, il faudrait putain, à Dubaï, ça me plairait bien et tout». Oui, bon, il y en a aussi, elles se retrouvent sur OnlyFans ou je sais pas trop quoi. Je suis désolée, moi, je veux pas trop leur vie, quoi. Donc toujours prendre un recul sur: «Ouais, OK, elle a peut-être la grosse baraque, elle est peut-être à Dubaï, elle a peut-être la grosse maison que toi, tu auras peut-être jamais et voilà». Mais à quel prix derrière aussi? Donc toujours prendre ce recul-là sur les choses. Je suis entièrement d'accord avec toi. Est-ce qu'une personne, elle peut avoir une apparence, fit, sportive un peu et puis, pourtant être en souffrance alimentaire? Ouais, bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des anorexiques qui viennent dans mon cabinet, qui me le disent: «Voilà, j'ai été diagnostiquée». Tu le vois pas trop, quoi. Mais parce qu'en fait, elle fait du sport à outrance, parce que, oui, elle a un physique, qui fait qu'elle a le dos un petit peu développé et cetera. Sauf que derrière, elle est dans une hyper restriction, enfin voilà. Et
Un des symptômes aussi de l'anorexie, ça va être la compensation par le sport. Pas toutes, mais souvent, il y a une compensation par le sport. Donc, ça va être des nanas qui vont savoir te faire du 42 km tous les soirs en rentrant du boulot, sans aucun problème. Mais il y a tellement de restrictions, il y a tellement de tout ça. Enfin, voilà, tous les symptômes sont là et vraiment tout le diagnostic peut être posé pour l'anorexie. Donc, il y a une vraie souffrance alimentaire, il y a un vrai TCA derrière, alors que la nana, tu le vois pas comme ça, quoi. Et après, je pense que dans le domaine du sport, comme on le disait aussi un peu avant, il y a effectivement des injonctions ou des règles qui sont imposées par comme on disait, tu sais, quand tu dois avoir un certain poids pour un des sports de combat, quand tu vas avoir, tu dois peser très léger pour une gymnaste ou pour un skieur. Tu vois, des trucs comme ça où ben oui, tu peux être très sportif et pourtant avoir des restrictions alimentaires qui font que c'est pas normal, c'est pas ça. De toute façon, ils le disent, hein, c'est dans les sports où justement tu as des catégories de poids où il y a le plus de sportifs qui souffrent de TCA. Hein. Parce que justement, ça doit être tellement compliqué d'être à un certain poids à une échéance, justement, alors que ça devrait être ton choix, entre guillemets, tu vois. Mais Oui, là, c'est finalement, ça. c'est le choix plutôt d'une fédération. Après, bon, voilà, pour des sportifs de haut niveau, ils l'ont choisi aussi d'aller vers cette voie-là et de subir ça. Mais ouais, ça doit pas être facile au quotidien, quoi. Pour toi, où est la frontière un peu entre la discipline et l'obsession? La discipline, c'est quand, par exemple, toi, à un moment donné, quand tu as voulu peut-être te rééquilibrer, changer un petit peu tes habitudes alimentaires, etc. T'as dû avoir une certaine discipline dans le sens où t'as dû te rendre compte de qu'est-ce que tu mangeais, comment il fallait manger. Ok, je réadapte, je change, je fais en sorte que mon alimentation soit saine, soit un peu plus en fonction de mes habitudes, etc. ou de ce que je veux, moi, bien vieillir, etc., etc. L'obsession, c'est quand tu peux même plus aller aux 70 ans de papy dimanche et prendre ta petite coupette de champagne et ton macaron et ta charlotte aux fraises, parce que tu sais que, globalement, ça va tuer tous tes efforts, etc. Pour moi, l'obsession, c'est quand au quotidien, tu ne peux plus faire des choix alimentaires consentis, éclairés, où en fait tout est calculé, tout est dans un contrôle, dans un hyper contrôle de tout, et que tu ne peux même plus profiter de petits plaisirs de la vie en te disant que c'est pas grave parce que les 70 ans de papy, toi tu les verras qu'une fois dans ta vie et lui aussi, quoi. Et je pense que c'est ça en fait la frontière vraiment entre la discipline et l'obsession, où l'obsession en fait t'as plus aucun plaisir sur les choses à mon sens. Ok, mais si du coup tu prends pas justement la coupette de champagne et la charlotte aux fraises à l'anniversaire parce que tu as un objectif en tête de perte de poids ou autre, pour toi c'est plus de l'obsession que de la discipline alors? Bah oui, parce que l'équilibre de vie, d'ailleurs sur la pyramide alimentaire, il y a justement tous ces extras. On ne l'a pas enlevé de la pyramide alimentaire parce que ça fait partie de l'équilibre de vie, parce que le plaisir alimentaire et le plaisir de se retrouver ensemble font partie de l'équilibre de vie. Faut bien se dire qu'un repas, c'est un rituel, mais c'est social. C'est-à-dire qu'on mange pour les enterrements, on mange pour les mariages, on mange pour les baptêmes, on mange parce qu'on est content, on mange parce qu'on n'est pas content. Il y a vraiment ce truc très social dont on se retrouve autour d'un repas. Pour moi, si tu arrives avec ton tupperware de tomates cerises ou de petites amandes grillées, justement pour les 70 ans de papy, il est où ton plaisir là-dedans? Maintenant, si la personne, elle me dit, non, moi, ça reste mon plaisir, etc. Bon, je suis pas certaine que entre la charlotte aux fraises et les tomates cerises, le plaisir s'y retrouve vraiment, malgré que j'adore bien manger. Enfin, voilà, avoir une alimentation exemplaire. Mais pour moi, quand tu ne peux plus t'autoriser ces petits plaisirs de la vie qui font partie de la vie, pour moi, tu rentres dans une obsession qui est un petit peu malsaine, à mon sens. Et pourquoi du coup certaines personnes deviennent incapables de manger sans culpabiliser? Qu'est-ce qui fait qu'elles en arrivent là pour toi? Je pense que c'est les réseaux, la société, l'entourage, de se dire que t'as plein de pubs à l'heure actuelle. Tu vas sur Insta, tous les 2 réels, là, t'as une pub de j'ai perdu 10 kilos en 5 jours et je te dis comment, etc. La personne qui fait finalement la même chose, elle se dit quoi? Mais même ça, j'y arrive pas. C'est horrible. Les gens,
ils vont dire: «Ah mais t'as fait un régime là récemment et t'as perdu?» Bah non. Il y a toujours ce truc derrière, hem, de l'injonction sociale, de presque de la grossophobie, qu'il faut absolument faire un certain poids et le monde médical y est pour beaucoup, hein, et les diététiciens ont beaucoup leur part aussi là-dedans. J'ai entendu plein de patientes surtout me dire: «Bah moi la gynécologue ou la sage-femme, elle m'a dit que pour avoir un enfant, fallait vraiment que je perde du poids, hein, mais elle, elle est très bien dans son corps, elle est très bien comme elle est, elle s'apprécie», enfin, donc en fait, elle a eu une espèce de culpabilité de: «Ah bah ouais, mais vu mon poids, je pourrais peut-être jamais avoir d'enfant». Alors qu'avant, c'était peut-être pas du tout une préoccupation pour elle. Donc je trouve qu'il y a beaucoup l'injonction sociale et l'entourage qui vient mettre un regard parce que maintenant on dit que l'obésité est mauvaise, et cetera. Je l'entends, je le comprends, il y a aucun problème avec ça, hein, c'est un gros sujet à l'heure actuelle. Mais on en parle tellement que les gens, ils se disent que s'ils rentrent pas dans la case du 36, tout parfait, avec la taille comme il faut, bah, en fait, ça va plus. Donc je pense qu'au niveau société, il y a vraiment quelque chose qui est en train de culpabiliser les gens et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de grossophobie parce que, c'est incroyable ce que j'entends, des fois même des propres mères qui disent: «Mais vous voyez bien que ma fille est grosse quand même» et la jeune, elle tombe en larmes. Enfin, c'est horrible pour elle d'entendre ça, alors que pour elle, son poids n'est pas du tout un problème. Ouais, ça me fait penser à une interview que Sarah Bouktit a fait. Donc, c'est une handballeuse qui Mmh. joue à Metz, handball, et qui est, il me semble, capitaine de l'équipe de France handball aussi. Et elle disait donc dans cette interview, elle dit au fait, autour d'elle, bah, des gens parlent de son poids. Et donc c'est la plus lourde de l'équipe. Les autres, elles sont toutes petites, fines, tu sais, elle est vachement grande et carrée. Et elle dit au fait, je comprends pas pourquoi on parle de mon poids, parce qu'au final, ben, elle dit moi je suis bien comme je suis, que ce soit en défense ou en attaque, je suis jamais à la ramasse. Elle dit et au final, ben, du fait d'entendre ça, je commence limite à douter de moi. Mmh. Elle dit alors que moi au final ça a jamais été un sujet mon poids. Et aujourd'hui, ben, je me remets un peu en question et elle dit c'est fou en fait que ton entourage ou Mmh. même des gens extérieurs ou même les gens sur les réseaux puissent réussir à te faire remettre en question quelque chose qui pour toi n'a jamais été un sujet. En fait, C'est exactement c'est ça. vraiment fou, quoi. Ouais, c'est exactement ça et vraiment, je pense que là, on en parle de plus en plus maintenant avec les traitements, pour l'obésité, enfin les traitements médicamenteux de l'obésité, où on parle du remboursement et cetera. Donc il y a vraiment un hyper focus, je trouve, en ce moment sur le poids et sur l'image du corps. On est d'accord là-dessus. Donc finalement, avec tout ça, donc le problème ne vient pas que de la nourriture. Non. Ah non, non. Le, un poids, un corps, ça va être l'hérédité. Ça peut être le sexe aussi de la personne, hein. Il y a des personnes, dans la famille où, bah, toutes les femmes sont un peu costauds ou tous les hommes sont un peu costauds. Il y a, est-ce que la personne, elle est en bonne santé ou pas? Est-ce qu'elle peut se permettre de bien manger ou non? Il y a, le vécu de la personne. Il y a, est-ce qu'elle a eu des grossesses ou non? Comment sa propre grossesse, donc son propre, au niveau de sa maman, comment ça s'est passé? Comment s'est passé l'accouchement? Il y a son histoire de vie. Il y a tellement, tellement de choses, l'hydratation, le sport, le sommeil. Il y a plein de choses qui entrent en compte qu'on peut pas juste parler du corps. Le corps, c'est une enveloppe, mais il y a tout le reste en fait, il y a tout qui gravite autour. Donc, il y a pas que la nutrition du coup, il y a tout le reste. Il faut regarder l'hydratation, il faut regarder le sport, il faut regarder le sommeil. Donc ça, c'est très factuel. Après, il faut passer sur votre vécu. Est-ce que vous avez été peut-être en surpoids? Vous êtes né, vous étiez un gros bébé. Comment s'est passé l'accouchement par rapport à votre maman? Ah, vous avez été séparé de votre maman. Ok, d'accord. Vous avez une nutrition entérale. Ah, ok, d'accord. Donc ça veut dire quand même que les premiers mois de la vie, vous n'avez pas mâché. Ouais, bah oui, peut-être que ça peut expliquer. Donc, en fait, quand tu commences un petit peu à graviter autour de la nutrition et du corps en fait de la personne, mais tu te rends compte que le champ des possibles, il est incroyable. Et non, c'est pas que la nutrition, c'est pas que ce qu'on mange. J'avais lu qu'une perte de poids, elle peut être diminuée de 50% si t'avais pas un sommeil qui était correct. Ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas, ouais. J'ai vu que moi je fais les postes et que je travaille beaucoup les nuits, tu sais que j'ai du coup des horaires de sommeil assez décalés et un peu dégueulasses. Ouais. Justement, j'avais lu ça et bon après c'est pas une excuse que je me suis dit bon je vais rester en surpoids parce que je dors mal, tu vois. Mais j'avais lu ça.
Quels sont un peu les mécanismes psychologiques qu'on retrouve souvent derrière les TCA? Alors, là, je vais essayer de vulgariser un petit peu et j'espère ne pas dire n'importe quoi. S'il y a des psychologues ou des médecins qui veulent me reprendre, c'est avec grand plaisir. Alors, il y a on va dire une théorie, je pense, qui a été assez prouvée quand même. On a 3 cerveaux. On a le cerveau reptilien, donc au niveau du bulbe rachidien, donc vraiment à la base, au niveau des cervicales. Le cerveau reptilien, lui, ça va être purement nos fonctions vitales, les fonctions reproductrices, la respiration, le rythme cardiaque, la digestion, le sommeil, etc. C'est notre instinct de survie par excellence. Il n'a pas beaucoup évolué. C'est pour ça qu'on l'appelle reptilien. Il va y avoir le cerveau limbique. Le cerveau limbique, il est un petit peu grand comme le poing, un petit peu plus petit. Il est au niveau, entre les 2 yeux, au milieu du cerveau. C'est le centre des émotions avec l'amygdale, le centre des émotions et toute la partie aussi de la mémoire sur le long terme. Malheureusement pour nous, ils sont dans la même zone. Et on va avoir tout autour le cortex cérébral. Cortex cérébral, c'est ce qui fait qu'on est des êtres humains évolués, normalement. C'est notre cerveau cartésien, de l'analyse, du pragmatique, je prends la décision de façon éclairée. On s'est rendu compte dans les TCA qu'il y avait une distorsion, un problème de communication entre le cerveau limbique, donc des émotions et de la mémoire du long terme, avec le cortex cérébral, qui lui est le cerveau de l'analyse. Ce qui fait qu'une personne anorexique, boulimique ou hyperphagique va être complètement consciente, les 3/4 du temps, qu'elle a un problème. Elle se rend bien compte qu'elle est trop maigre ou que justement, ses comportements alimentaires sont pas très sains ou sont pas trop dans la norme parce qu'elle voit bien autour d'elle que les gens ne mangent pas de la même manière. Mais ça va être plus fort qu'elle. Son cerveau, au niveau rationnel, va mal communiquer avec son cerveau de la peur, on va dire ça comme ça. Ce qui fait que pour elle, c'est juste inconcevable d'avoir un autre comportement. Il y a vraiment ce truc compulsif qui vient faire que, chimiquement, il y a quelque chose qui se passe. Et il y a aussi, au niveau des hormones, on s'est rendu compte au niveau de la dopamine et de la sérotonine. Donc, si tu veux, à mon sens, à ma connaissance, on a 4 hormones du bonheur. L'ocytocine, l'endorphine, enfin les endorphines, la dopamine et la sérotonine. On s'est rendu compte que pour la dopamine, donc si tu veux, c'est les shoots d'adrénaline que recherchent les toxicomanes, par exemple. Et on s'est rendu compte que les anorexiques, les boulimiques et les hyperphagiques recherchaient ce même shoot de dopamine. L'anorexique, sa dopamine, elle, ça va être dans le contrôle, où elle va se dire « Waouh, j'ai perdu 500 grammes en moins du coup par rapport à hier ou par rapport à ce matin. » Donc ça va être son shoot à elle. Ça va être dans le renforcement du comportement. La personne boulimique ou hyperphagique, elle, ça va être justement son shoot de dopamine va se retrouver dans ses crises. Où là, elle va aller rechercher le plaisir alimentaire. Et d'autant plus, la dopamine réagit avec des aliments hyper palatables. En fait, c'est des aliments qui sont très gras, très sucrés, où effectivement, il y a un goût assez intense finalement en bouche. Donc c'est pour ça que les crises sont rarement sur un brocoli qui traîne au frigo. Ça a beaucoup être sur des aliments très sucrés, très salés et un mélange finalement de tout ça. Plus c'est industriel, mieux c'est généralement. Et parce qu'en fait, elles recherchent, je dis elles parce que c'est majoritairement des femmes, ces personnes vont venir rechercher justement ce shoot de dopamine. Et au niveau de la sérotonine, dans le cerveau, on s'est rendu compte que c'était un petit peu déficitaire, donc au même titre que les dépressions par exemple. Et donc effectivement, la sérotonine, donc le déficit de sérotonine dans l'anorexie va venir renforcer cette anxiété et ce besoin de perfectionnisme, d'hyper-contrôle. Et à contrario, pour les boulimiques, je n'ai pas trouvé de données à ce sujet pour l'hyperphagie, mais j'imagine bien que le mécanisme doit être le même. Pour les boulimiques, on est plus justement sur les crises qui vont aider justement pour pouvoir avoir de nouveau ce bonheur constant lié à la dopamine et donc la sérotonine. Tu dis elles parce que c'est souvent des femmes. C'est quoi un peu le ratio homme-femme entre guillemets sur les différents TCA? Il me semble qu'on est sur du 80-90% de femmes pour l'anorexie, la boulimie. L'hyperphagie, encore une fois, moi j'ai pas trouvé de chiffres qui me convenaient bien, mais de ce que je vois moi au cabinet, il y a quasiment autant d'hommes que de femmes. Parce que encore une fois, il y a en fait, si tu veux,
c'est vrai que je l'ai pas expliqué, mais dans l'anorexie et la boulimie, il va y avoir une obsession de l'image du corps et une obsession autour du poids que la personne veut atteindre. Tandis que dans l'hyperphagie, on va pas du tout avoir cette distorsion du corps, on va pas du tout avoir cette obsession de poids à atteindre. Donc en fait, on est beaucoup moins sur des mécanismes, voilà, il faut le dire, hein, féminins, de l'image du corps, de mon corps doit être comme ci, comme ça. Donc c'est vrai que sur l'hyperphagie, on retrouve quasiment autant d'hommes que de femmes, tandis que dans la boulimie et l'anorexie, on a beaucoup plus majoritairement des femmes. Ok. Est-ce qu'on peut développer du coup un TCA, mais vraiment sans s'en rendre compte? Oui, je pense qu'au début, personne s'en rend compte. En fait, je pense pas, j'ai jamais eu le cas, mais jamais personne m'a dit j'ai décidé d'être boulimique. Donc automatiquement, c'est des mécanismes qui se mettent en place au fur et à mesure. Ah bah j'aimerais bien perdre du poids, bah je vais retirer les produits laitiers, puis je vais retirer la viande, et puis ci, et puis ça. Puis à un moment donné, l'entourage va dire ouais bon là par contre il y a quelque chose qui se passe quoi. Je me rends bien compte que c'est plus normal là ce qui se passe. Donc je pense que oui en fait au début elles s'en rendent pas compte parce que personne décide. Tu te lèves pas le matin en te disant allez c'est bon là maintenant je vais manger des cordons bleus à même le congélateur cru quoi. Tu vois tu le décides pas. Mais pour l'hyperphagie, c'est peut-être t'arrives peut-être moins à t'en rendre compte. C'est comme tu dis, tu vois, les gens qui disent je suis un bon mangeur, bah parce qu'après le repas, ils ont encore faim, entre guillemets, et ils vont taper, comme tu dis, un paquet d'M&M's. Pour eux, c'est normal. Justement, est-ce que ça, du coup, donc ça, c'est un TCA en soi, ça devient de l'hyperphagie, enfin, c'est de l'hyperphagie, tout simplement. Mais est-ce que, du coup, les gens ont du mal un peu à s'en rendre compte que c'est un TCA, tout simplement? Oui. Ouais. Oui. On en parle encore trop peu. On en parle trop peu. Il y a des gens, ça va être de l'hyperphagie parce que toute la journée, ils vont grignoter quelque chose. Mais ça reste finalement de l'hyperphagie. Il va y avoir des personnes, ils vont avoir de l'hyperphagie prandiale. C'est vraiment au repas. Mais ils vont manger des quantités astronomiques. Peut-être 2-3 assiettes. Enfin, on sort de l'entendable. Donc en fait, on va dire encore une fois, c'est un bon mangeur. Et c'est pour ça que maintenant, on en parle de plus en plus. On en voit beaucoup. D'ailleurs, c'est... comme je te disais, donc c'est la semaine de sensibilisation au TCA, donc la semaine mondiale. On voit de plus en plus de publications très portées sur l'hyperphagie parce que maintenant, l'anorexie, la boulimie, quasiment tout le monde les connaît. Mais ce type-là, et en plus, on se rend compte que c'est 20 à 40% des personnes obèses ont un diagnostic hyperphagique derrière. Oui, bien sûr, les gens ne s'en rendent pas spécialement compte, mais encore une fois, ils le décident pas. Non, C'est c'est vraiment sûr. l'entourage qui vient alerter là-dessus. Parce qu'il y en a beaucoup, en plus, les gens en surpoids, ils disent beaucoup, je mange pas entre les repas. Donc pour eux, ils comprennent pas pourquoi ils sont en surpoids. Oui. Parce qu'ils disent, je ne mange pas entre les repas, contrairement à des collègues qui peuvent être beaucoup plus minces, mais qui, eux, vont manger plein de choses entre les repas. Après, comme tu dis, oui, si tu manges pas entre les repas, ok, c'est bien. Mais si à chaque repas, tu manges 3-4 assiettes, finalement, tu es quand même en surplus calorique à la fin de ta journée. Et si t'as pas de dépenses adéquates à côté, ben voilà, plus c'est plus. Oui, c'est ça, oui, ça reste le bilan comptable. Hein. C'est logique, oui. Quels sont un peu donc les signaux d'alerte que les proches devraient repérer? Alors là, ça dépend du type de TCA. Ça va être quand il va y avoir trop de restrictions, trop d'injonctions à table, quand on voit qu'il y a plus de plaisir à table, quand les prises alimentaires, donc pour la boulimie, la boulimie et l'hyperphagie, quand les prises alimentaires vont dépasser l'entendable, quand la personne, dès qu'elle a fini un repas ou dès qu'elle a une grosse prise alimentaire, elle va aller aux toilettes pendant 10-15 minutes, donc possiblement des vomissements. Va y avoir une obsession autour de la balance. Il faut qu'elle soit toujours à proximité, il faut qu'elle soit là. Donc ça, c'est plus pour la boulimie, l'anorexique. Ça va être des changements au niveau des comportements alimentaires. Et après, généralement, ça va être le monde médical qui va s'en rendre compte. Quand une jeune va dire « finalement, j'ai plus mes règles », bon, ok, on va voir chez le médecin si tout va bien. Puis le médecin, avec 2-3 questions, il se dit non, mais en fait, c'est parce qu'elle n'a plus ses apports, par exemple.
Donc c'est une alerte, je pense, au quotidien. Ça veut pas dire qu'il faut dire à tous les parents de faire hyper attention à ce que mange leur ado. Mais ça va beaucoup être au niveau des repas, quand il y a de l'obsession autour de qu'est-ce qu'on mange pas. Et après, une pesée, ou alors si la jeune fille, elle se met à faire son marathon tous les jours, là, effectivement, il faut tirer la sonnette d'alarme. Et quelle phrase à éviter justement quand on remarque qu'il y a peut-être potentiellement des troubles? Quelles sont un peu les phrases à éviter pour peut-être brusquer la personne et justement que ce soit bien contre-productif, quoi. Ouais. Ben, l'erreur que font beaucoup de parents, ça va être l'hyper-focalisation, l'hyper-focus sur sur les repas. Est-ce que t'as mangé? Et à la cantine, t'as mangé? Ah, ok. Et du coup, t'as bien bu aujourd'hui? Ah, tu vas encore faire du sport? Ah, je t'ai fait ton plat préféré, comme ça, je suis sûre que tu manges. Oh là là, tu t'es encore fait vomir. En fait, ça vient accentuer, ça vient de nouveau pointer du doigt l'image du corps. Oh, t'as pas encore maigri, toi? Des choses comme ça qui viennent vraiment pointer du doigt le comportement, le fait que possiblement il y a quelque chose de pas bien. Et j'alerte beaucoup de parents à ce sujet. D'ailleurs, généralement, je les fais sortir, ils assistent même pas à la consultation, parce qu'on sent le poids du parent et le poids des proches de toujours souligner que là, il y a un problème. C'est bien, c'est bienveillant. Je pense que du coup, les parents sont juste apeurés et ne savent pas comment réagir. Mais des fois, en fait, il faut juste parfois leur lâcher la grappe, avoir cette discussion avec eux, de dire bon là, je sens que c'est devenu un peu border, qu'est-ce que toi t'en penses? Peut-être aller voir un médecin parce que moi tu m'inquiètes. Et là, pouvoir aller voir des spécialistes qui eux vont pouvoir dire si oui ou non il y a un problème. Mais souvent, je remarque que c'est devenu hyper conflictuel à table, c'est devenu hyper conflictuel dans la famille parce que il y a ce regard constant sur le repas de la personne. Et chez les TCA, c'est quasi systématique, c'est vraiment presque un symptôme. Le regard de l'autre à table est très problématique. Oui, ça accentue la culpabilité. Et je pense que, comme tu dis, si tu montres que tu es présent, puis écoute, voilà, si tu as besoin, je suis là. Surveiller un peu de loin et, comme tu dis, voilà, lâcher un peu la grappe. Parce que maintenant, c'est toujours pareil, tu as des jeunes. Moi, je sais que quand on était jeunes, je suis aussi des années 90, on sortait beaucoup manger des snacks dehors. Et c'est pas pour autant que après tu deviens en surpoids, ou même des fois tu as des ados qui sont un peu en surpoids et puis après ils grandissent et après ils se mettent au sport. C'est sûr quand t'as entre 14 et 18 ans, le sport c'est pas ce qui t'intéresse le plus, c'est sortir, les garçons, les filles, etc. Et après par la suite, voilà, là tu te mets un peu au sport pour perdre des petits kilos en trop, etc. Et c'est là que tu fais un peu plus attention, mais ouais, je pense que faire attention de pas trop développer la culpabilité de la personne, parce que c'est là que, au contraire, tu vas la brusquer et que ça va partir un peu dans des dérives peut-être encore plus grosses. C'est ça, et puis du coup, quand il n'y a plus de communication, quand il n'y a plus de confiance et que le patient ne se sent pas épaulé par son entourage, c'est hyper compliqué. Peu importe la situation, peu importe la problématique. Ah oui, quand t'es seul, ça peut être encore pire que si t'es bien accompagné, quoi. Ouais. J'avais noté aussi donc que tu étais formé en PNL et en hypnose. Oui. Donc beaucoup de gens ont une vision un petit peu caricaturale de l'hypnose. Comment toi, tu définirais l'hypnose ericksonienne? Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, tout le monde a l'image du Mesmer, des spectacles, etc. Ça se passe pas du tout comme ça. L'hypnose ericksonienne, donc c'est une hypnose thérapeutique. Pour la petite histoire, c'est Milton Erickson qui l'a découvert, développé. J'aime pas trop découvert parce que finalement on est en état d'hypnose quasiment constamment sur notre quotidien. Mais pour la petite histoire de cet homme-là, je sais plus sous quelles conditions, enfin qu'est-ce qui s'est passé, mais il a fini alité parce qu'il ne marchait plus. Et par le pouvoir de la pensée, il s'est remis à marcher. Alors, je ne dis pas que par l'hypnose, on peut remarcher, etc. Attention. Puis on parle quand même du père de l'hypnose, hein, donc c'est un niveau que très certainement personne n'arrivera à atteindre.
Mais voilà, pour dire qu'il s'est rendu compte du pouvoir de la pensée sur finalement notre corps et sur tout ce qui pouvait nous arriver. Donc voilà, il a développé ça, il a fait beaucoup de recherches, il a mis toute sa vie au service justement de ces recherches-là en hypnose, et donc c'est l'hypnose qui est encore enseignée et encore pratiquée à l'heure actuelle. Et voilà, donc en fait, l'hypnose, on est dans un état d'hypnose toutes les 1 heure à 1 heure et demie dans notre quotidien à peu près. C'est un petit peu quand, tu sais, tu bois ton café le matin et puis que tu fixes quelque chose et qu'on te parle et que tu sais même plus qu'on te parlait. Bah, c'est un état d'hypnose, c'est-à-dire que tu es là sans être là. C'est ton cerveau qui vient un petit peu remettre les choses dans les bons tiroirs, il vient un petit peu fermer les tiroirs, en ouvrir d'autres parce que du coup c'est une nouvelle journée, etc. C'est sa manière à lui de réorganiser les choses. Donc nous, en fait, en hypnose, on vient justement mettre la personne dans un état inconscient, on va dire, pour venir insuffler des solutions, pour aller chercher des infos, pour pouvoir agir inconsciemment en laissant le conscient de côté. Donc le conscient, c'est toi et moi qui parlons à l'heure actuelle. Voilà un petit peu le principe de l'hypnose thérapeutique. Je vois pas de table ou de canapé ou Non, du coup, c'est mon petit fauteuil, il me sert bien. t'as pas besoin d'être allongé ou autre, Non. juste assis tranquillement et tu peux rentrer en état d'hypnose. Ouais. Ok. Comme la méditation. Ok. Du coup, comment l'hypnose peut aider une personne qui souffre de TCA? Alors, moi, je le fais pas systématiquement, d'ailleurs très peu, parce que je veux déjà de une que la personne soit absolument suivie par un psychologue et qu'elle m'ait donné le nom de cette personne pour que je sois sûre qu'elle ait bien pris rendez-vous et que voilà, parce que des fois il y a des choses qui sortent que moi je ne suis pas psychologue et que je ne suis pas capable de gérer tamponner derrière, voilà. Donc ça c'est déjà la condition 1 pour moi parce que je ne suis pas psychologue. En fait, ça va venir aider des fois sur, par exemple, l'événement premier qui possiblement aurait fait que la personne, elle puisse avoir ce comportement. Je vais avoir donc c'est ce qu'on appelle le remodelage de l'histoire de vie. Des fois, il y a juste des séances sur l'anxiété, sur les émotions. Généralement, ouais, c'est les gros sujets et après on passe vraiment en PNL. Donc en quoi la PNL peut aider à modifier certains schémas automatiques? Eh bien, parce que des fois, tu vas avoir des personnes qui vont dire « mais même ça, j'y arrive pas ». Et puis vous vous rendez compte, toute ma vie, j'ai été comme ça. Et puis toujours ces pensées-là de fatalité, de ouais, mais j'y arriverai jamais, oui, mais de toute manière, c'est trop dur, mais c'est plus fort que moi. ». Et là où ça va être intéressant, c'est que moi, justement, je vais pouvoir... Alors, la PNL, c'est pas tout à fait de l'hypnose, hein, c'est un petit peu un état de relaxation. Et là, je vais pouvoir consciemment essayer avec la personne de faire modifier justement ces petites phrases-là parce que on vient agir schématiquement. C'est-à-dire, on va dire, bon bah voilà, la petite voix là qui vous dit que vous y arriverez jamais, elle est où? Elle est devant vous, elle est derrière vous, elle est à côté, elle crie, elle chuchote, c'est une voix d'homme, c'est une voix de femme, comment vous vous sentez? Menacé, pas menacé? Et en fait, on vient changer. Ah bah finalement, je veux la voir en face de moi et je veux lui dire que si j'y arrive, et bah dites-lui, ok. Et en fait, après, quand la personne elle se réveille, ah, je me sens mieux finalement, peut-être que j'y arriverai. Et donc on vient modifier des petites choses comme ça. En PNL, ce qui est intéressant aussi, c'est la négociation entre les parties. La personne, elle met ses 2 mains comme ça, d'un côté je veux maigrir, mais de l'autre côté j'aime bien manger. Ok. Qu'est-ce que la partie qui a envie de maigrir pourrait céder à la partie qui a envie de manger? Oh peut-être, hop, une solution XY. Ok, et la partie dans votre main droite qui a envie de manger, qu'est-ce qu'elle peut céder à la partie de maigrir? Oh peut-être qu'elle pourrait faire ça. Ok. Est-ce que ça va à toutes les parties? Oui. Et hop, c'est bon. La personne, finalement, elle a trouvé sa solution à elle. Donc, c'est des petites choses comme ça que les gens peuvent facilement refaire finalement sur leur canapé, qui est assez facile à mettre en place, où il n'y a pas forcément d'hypnose derrière, donc vraiment de grosses séances lourdes, où on ne vient pas rechercher un trauma ou voilà une cause X, Y. Et c'est là où ça va être hyper intéressant, vraiment pour la motivation, pour le levier, pour retirer des croyances venues de nulle part. Et ça marche plutôt pas mal. Là, c'est de la négociation, quoi. Oui. PNL pour programmation Neurolinguistique. J'étais plus sûr du P. Quelles sont un peu donc les croyances toxiques que tu entends le plus souvent chez tes patients aujourd'hui? Sur leur corps, sur leur comportement? En général, ouais.
Déjà de une, si je suis gros, je peux pas réussir dans la vie. Ça, si je suis grosse, je ne peux pas réussir dans la vie, ça c'est ça moi ça me j'avais un jeune, il a carrément pas fait de choix dans l'admission post-bac là, tu sais les choix que les jeunes font Ouais, après le après bac. le bac, ouais. Parce que, il m'a dit: «Bah, de toute manière, avec mon corps, vous voulez que je fasse quoi? Je sais à peine mettre mes lacets». Mais enfin, c'est horrible. En gros, c'est parce qu'il est en état d'obésité, il s'imagine qu'il n'aura aucun avenir. Enfin, Ouais, c'est fort, hein. ouais, moi, je suis restée, je crois, 1 heure et demie avec lui parce qu'il en avait vraiment besoin et je me dis: «C'est incroyable quand même qu'on puisse penser ça de soi, que notre valeur est définie par finalement, un diktat de corps et de il faut rentrer dans un 36-38». Enfin, je trouve ça horrible et après, ouais, il y a les patients qui vont me dire: «Ah bah ouais, mais moi, j'ai toujours été comme ça». Alors oui, d'accord, ouais, je l'entends. Effectivement, au niveau de votre corps, il y a une prédisposition, mais C'est une ouais, forme un peu de sécurité, j'ai l'impression. ouais et très fataliste, finalement et comme tu dis, il y a un truc de: «Ah bah ouais, mais faut que je me fasse à l'idée que finalement, j'ai toujours été comme ça, donc c'est que peut-être il faut que je sois comme ça». Ouais, puis c'est un peu rester dans sa zone de confort parce Mmh. on n'y est pas trop mal et voilà, le lendemain, il arrive toujours et comme tu dis, ça fait des années qu'ils sont comme ça, ils disent bon, bah, voilà, il y aura toujours un nouveau jour demain, donc pourquoi je dois me faire souffrance? Parce que c'est sûr, ben, commencer à de la restriction alimentaire, du sport, enfin du sport, même rien que du mouvement, tout simplement déjà, parce qu'il y en a beaucoup, rien que le mouvement, déjà pour commencer, ce Mmh. serait déjà pas mal. Et c'est vrai que des fois c'est compliqué, mais quand on voit l'évolution qu'on peut avoir derrière, avec juste des tout petits leviers, parce que finalement les gens, je pense que tout de suite derrière c'est ouais, il faut que je fasse 5 heures de sport par semaine, il faut que je mange comme tu dis des brocolis à tous les repas, etc. Alors que juste des fois, je sais pas, pour certaines personnes tu vas arrêter, peut-être pas arrêter, mais diminuer l'alcool, diminuer peut-être la baguette que tu manges tous les jours par une demi-baguette. Ça, plus ça, plus ça, bah, finalement, sur une semaine, tu vas être créer un déficit calorique sans même t'en apercevoir et finalement toujours kiffer. Justement, c'était l'épisode, je crois 13 que j'ai enregistré sur le podcast avec un nutritionniste et il disait au fait, il y avait un gars, lui, c'était les tartines de Nutella tous les matins. Il Mmh. kiffait ça et il en mangeait, je crois que c'était 4 tous les matins. Et donc finalement, il a commencé à négocier un peu avec lui. Ben écoute, est-ce que si on passe à 3 tous les matins, ça te va? Donc il dit finalement sur une semaine, t'enlèves déjà 7 tartines de Nutella. Mmh. Et ensuite un jour sur 2, etc., jusqu'au final de passer de 35 tartines par semaine à plus que 7 tartines par semaine, ce qui est genre énorme. Mmh. Et finalement, tu crées un déficit calorique et la personne a perdu du poids juste en changeant Ouais. 2-3 tartines par petit déjeuner. Et au final, Mmh. ben c'est pas trop compliqué, Mmh. mais c'est des leviers qui peuvent être vraiment énormes Ouais, par la suite, quoi. c'est ça. Mais bon, les gens, voilà, ils pensent tout de suite que c'est des gros efforts à faire, alors que déjà, si on commence par des petits, ce serait déjà pas mal, quoi. Ouais. Pourquoi donc guérir demande souvent plus que de la volonté? Parce que des fois, les gens, ils veulent, mais il y a toujours quelques blocages. Là, on peut partir dans tous les sens. En fait, comme on se disait, tu as le poids d'un côté qui donc est défini par l'alimentation. C'est un fait. Ouais. Après, tu vas avoir, comme on se disait, le vécu de la personne, ses émotions, sa génétique. Il faut voir tout dans sa globalité. Donc une personne qui va avoir une volonté, alors parce que oui, il faut aussi de la volonté. Je peux pas prendre les gens par la main et aller manger avec eux et leur dire quoi faire. Donc il faut une certaine volonté. Il faut vouloir changer quelque chose. Maintenant, c'est pas parce que, comme tu viens de dire, c'est pas parce que tu vas aller marcher tes 8 000 ou 10 000 pas par jour que ça va suffire pour que tu puisses possiblement atteindre ton objectif. C'est pas parce que tu vas régler ton problème émotionnel ou ton problème avec ta mère que ça va régler ton problème de poids. Il n'y a pas que ça. Il faut vraiment tout voir dans son ensemble et chaque personne va être différente par rapport à ça. Et après, il y a des choses des fois qui nous dépassent. J'ai en tête une petite fille de 12 ans qui avait des TOC alimentaires, donc qui font aussi un petit peu partie des TCA, où en fait elle devait vérifier toutes les DLC, donc les dates limites de consommation, de tout ce qu'elle mangeait.
Et aucune solution, voilà, les parents tournaient en rond et finalement ils ont fait une constellation familiale. Donc c'est un principe de thérapie systémique où on vient régler en fait des problèmes dans la famille sans la famille, hein, parce que c'est des représentants, etc. Ou alors des fois il y en a qui font ça avec des petits post-it ou avec des petits Playmobil. En 2 semaines, plus aucun toc. Donc il y a des choses qui nous dépassent un petit peu. Alors c'est pas du mystique, hein, c'est de la vraie psychologie, etc. C'est reconnu, hein. Mais pour dire, des fois, il y a des choses comme ça qui nous dépassent un petit peu. Ça dépend de qu'est-ce que l'enfant a vécu, qu'est-ce qu'il a vu dans son enfance, qu'est-ce qui s'est passé ou non. Et ça, malheureusement, c'est pas une question de volonté. Voilà, c'est des choses qui nous dépassent des fois. Est-ce qu'on peut donc vraiment guérir d'un TCA ou pas? Oui, moi je pense que oui. Je pense que oui. Au niveau des statistiques, ils disent d'ailleurs que quand une personne atteinte d'un TCA n'a pas eu de comportement lié au TCA depuis plus de 2 ans, elle est définitivement guérie. Ok. Donc on est quand même plutôt optimiste. Ce qu'il y a aussi, c'est que maintenant on a beaucoup changé les thérapies. À l'époque, c'était des thérapies de privation des parents. Il y avait où on isolait la personne. Il y avait du gavage alimentaire où il fallait atteindre tant de kilocalories par jour, etc. Maintenant, on est beaucoup plus dans des thérapies, les TCC, hein, les thérapies cognitives comportementales. On a beaucoup changé la vision. Les psychiatres ont changé la vision justement de tout ça et on arrive à quand même de meilleurs résultats. Et qu'est-ce qui est pour toi une relation saine avec l'alimentation? Je pense que c'est ce qu'on dit depuis le début. C'est à partir du moment où tu vas dans un magasin et tu peux te dire que il va faire chaud, donc tu vas prendre des glaces XY et ça va être ton plaisir. À partir du moment où tu peux aller manger à Noël sans forcément venir avec ton tube de salade. Ça va être quand oui, t'as pris 1 kilo, mais en même temps, t'as été à Majorque, il y a eu les apéros, t'as profité de tes vacances, et c'est pas grave en fait parce que t'as toute l'année pour te remettre de ce kilo-là. Quand tu sais que globalement, tu vas avoir autant de plaisir de manger ton Mars ou je sais pas trop quoi glacé sur le canapé que de manger ton poivron grillé sur le barbecue avec, je sais pas moi, ta brochette de viande, etc. et que tu auras autant de plaisir de manger ça qu'autre chose. Et je pense que là, tu viens dans une relation saine. Quand tu sais que tu peux être invité à manger, c'est pas grave parce que tu vas pas regarder l'heure en disant « Ouais, mais moi, il faut que je mange à 19h parce que vous vous rendez compte, sinon, etc. etc. » Je Ouais, pense dès que qu'il n'y a là, pas de culpabilité finalement. ouais, je pense. Des fois, j'avais lu qu'il y a certaines rechutes qui font un peu partie du processus de guérison. Ouais. Pourquoi? Parce que en addictologie, il y a vraiment le modèle de, je sais plus comment il s'appelle, modèle de Di Clemente et Pocharaskra, je sais plus. Et donc voilà, on définit qu'effectivement il y a divers phases. Faut bien se dire que le comportement a mis des années avant de se mettre en place. C'est des années ou des mois, mais c'est des choses qui se sont mises en place petit à petit. Donc tu l'enlèves pas en un claquement de doigts comme ça. C'est pas parce que la personne elle vient me voir ou elle va voir un autre spécialiste qu'en 3 semaines tout est réglé. C'est des mécanismes, comme on l'a dit, qui sont au niveau du cerveau, qui sont chimiques, qui sont des connexions neuronales. Pareil, ça se règle pas en un claquement de doigts. Il y a des moments où il va y avoir des rechutes. Pourquoi? Parce que il y a des moments de faiblesse. Tout le monde a des problèmes. Des fois, ça peut être à la maison, des fois, ça peut être au travail. Tu contrôles pas tout, tu contrôles pas la route, tu contrôles pas un décès dans ta famille ou dans quelqu'un de proche. Et tout ça peut faire en sorte que tu peux revenir en arrière, malheureusement. Ça fait partie de tous les process, pas systématiques, mais quand tu regardes dans l'arrêt de la cigarette, dans l'arrêt de l'alcool, des drogues, certains TCA où effectivement il y a vraiment cette recherche de dopamine immédiate, où là, effectivement, tu vas avoir quand même assez souvent des rechutes parce que c'est des mécanismes qui se sont mis sur le long terme, donc ça va pas partir comme Du ça, jour au lendemain, malheureusement. quoi. Ouais. Donc comment reconstruire un peu son estime de soi quand toute sa valeur a été liée au corps pendant tant d'années? Ah, c'est compliqué ça. C'est très compliqué. Alors ça, je pense qu'un psychologue pourrait mieux en discuter, pourrait être beaucoup plus précis que moi. Moi, généralement, ce qui m'est déjà en tout cas arrivé de faire en exercice, c'est par exemple de dire, vous allez dans un magasin, vous essayez une robe ou un pantalon ou peu importe, qui vous fait vraiment envie. Vous prenez une taille qui est globalement la vôtre, ne prenez pas un 36 si vous faites à 44, mais vous prenez votre taille et avant de vous regarder dans le miroir, vous vous demandez si vous vous sentez bien dans ce vêtement.
Et déjà rien que ça, rien qu'avant de vous regarder dedans, voir si vous met en valeur ou pas, vous vous demandez si déjà vous êtes assez en sécurité, si vous vous sentez bien, si vous vous sentez globalement quand vous vous regardez comme ça plutôt désirable, ou est-ce que ça vous plaît, est-ce que vous êtes bien dans ce vêtement. Et en fait, par des petites actions comme ça, on va venir se reconnecter à ce qu'on pense de soi. Il y a un exercice aussi que pareil, je donne pas à tout le monde, mais de se mettre en sous-vêtements et de se regarder dans le miroir. On va forcément trouver quelque chose qu'on aime bien chez nous. Ça peut être les cheveux, ça peut être le nez, ça peut être, je sais pas, j'ai des belles dents, j'ai des belles cuisses, j'ai des beaux pieds, peu importe. Mais on va forcément trouver quelque chose qu'on aime bien chez nous. Et plus on va se focaliser sur le positif et sur la sécurité de ça, plus on va se délester justement de tout le négatif et de l'insécurité du regard des autres. Parce que d'abord, il faut apprendre à s'aimer et à se regarder soi. Ça, et puis après, je pense qu'aussi, à un moment, il faut un peu s'en foutre du regard des autres. Justement, comme tu dis, moi, je connais quelqu'un qui mettait pas de short, par exemple, tu vois, par honte, je Pudeur, pense, ouais. par peur aussi du regard des autres, alors qu'en vrai, je pense que tu mets un short ou pas, les gens, ils te regardent pas, ils te calculent pas, parce que dans la rue, il y a 50 000 personnes. Et comme tu dis, je pense que d'abord, tu mets le short, tu te dis, est-ce que je suis bien dedans? Bah, quand il fait 40 degrés, ouais, t'es Oui. bien en short, Oui. t'es mieux. Et après, seulement, tu te retournes et tu te regardes et tu te dis, bon, est-ce que ça me va ou pas? Mais si déjà t'es bien dedans, bah, au final, que t'as des grosses cuisses, des petites cuisses, des poils ou autre, peu importe, tant que t'es bien, de toute façon, les gens, ils auront toujours quelque chose à dire. Ouais, c'est ça. Que tu sois bien ou pas bien, ils auront toujours quelque chose à dire. Ouais, Ils c'est trouveront ça. toujours un défaut. Bon, après, voilà, on va pas rentrer dans le détail, mais je pense que les gens, ils trouvent toujours des défauts aux autres pour pas regarder les leurs, tu vois, je pense, hein, mais, Ouais, très certainement. C'est peut-être que c'est humain. Et après, tu vois, il y a autre chose. Par exemple, des exercices de journaling comme la lettre à soi-même. Encore une fois, savoir dire, bah, désolé mon corps, je t'ai délaissé pendant tant d'années. Maintenant, j'ai envie de te reprendre en main. Maintenant, j'ai envie de prendre soin de toi. Maintenant, j'ai envie d'avoir une relation saine avec toi-même. Tu vois, pouvoir se l'écrire à soi-même. Et ça m'est aussi arrivé de dire, bah, vous allez acheter un timbre, vous mettez ça dans une enveloppe, vous mettez votre adresse et vous la postez. Comme ça, vous allez la recevoir dans quelques jours. Et vous prenez le choix de soit la lire ou pas la lire. Mais encore une fois, c'est très symbolique. C'est comme si quelqu'un d'autre venait appuyer le fait que, ben oui, là, tu es bien dans ton corps et tu vas prendre soin de ton corps. Et en fait, c'est, je pense, par des petites choses comme ça qui peuvent aider. Mais ça, c'est moi, diététicienne. Peut-être qu'une psy te dirait, ben, en fait, il faut agir comme ça ou comme ça. ouais, mais c'est vrai que c'est pas bête, l'histoire de la lettre, ouais, c'est Ah vrai que c'est ouais, pas ouais, bête. c'est assez puissant généralement parce qu'en plus, tu l'attends, ta lettre. Parce que tu sais que tu vas la Ouais, tu sais que tu recevoir. l'as envoyé, du coup, ouais. Qu'est-ce que ce métier, toi, t'as appris sur l'être humain? Ça va être peut-être hyper égoïste, j'en suis désolée. Mais encore une fois, on a tous des problèmes. Et quand des fois j'ai des gens qui me déposent certaines choses, ben je rentre à la maison et je me dis ben finalement il y a peut-être pire aussi quoi. Et moi ça m'aide à relativiser, ça m'aide aussi au niveau de la tolérance. Alors pourtant j'ai été élevée dans une famille très ouverte, mais je me dis des fois que quand tu regardes quelqu'un, bah tu sais pas ce qu'il y a derrière, tu sais pas ce que la personne elle a vécu. Il y a des gens, des fois, j'ai déjà entendu, ah bah dis donc, lui, il a bien mangé à la cantine. Hein. Oui, peut-être. Peut-être qu'effectivement, c'est typiquement le bon mangeur. Mais si ça se trouve pas, en fait, ça se trouve, et ben il a une maladie qui fait qu'il peut pas forcément faire le même sport que toi et moi. Il a peut-être juste pas confiance en lui. Et ben peut-être qu'il est juste bien comme il est. Peut-être qu'il a eu un grave accident de moto il y a quelques années et qu'en fait il est hyper diminué. Ben en fait, tu connais pas la vie des gens. Et tant que ça, tu l'as pas, t'as toujours ce regard un peu critique sur les autres. Donc autant ça m'apprend que en fait la vie des autres elle est pas toujours mieux que la mienne, ça aussi des fois ça me permet de beaucoup relativiser et de se dire qu'en fait ouais tu sais pas ce qu'il y a derrière une enveloppe en fait. Le corps c'est encore une fois c'est une infime partie de tout ce qu'est la personne. Ça, et puis en plus, quand tu regardes certains physiques de sportifs de haut niveau dans certaines disciplines, bah, c'est vrai que tu peux dire, putain, mais c'est quoi le gros là et tout. Mais au final, le gars, il soulève des camions, il tire des trucs, tu vois, tu sais pas, tu te dis pas, Ouais. le gars, ok, il a du ventre à fond, il a des cuisses, elles sont énormes, pleines de gras et tout. Mais le gars, attention, il soulève des 400, 500 kilos, comme ça, tu te dis, waouh, ouais, ok, d'accord. Et là, du coup, bizarrement, t'as du respect pour cette personne, tu vois, alors Ouais. qu'avant, tu l'as dénigré. Et là, bizarrement, t'as du respect. Tu dis, ah ouais, ok, bon, d'accord. Mais c'est vrai, comme tu dis, on sait pas ce qu'il y a derrière. Et Ouais. t'as beaucoup de jeunes aussi. Moi, je sais que j'ai un ami, et ben, son neveu, au final, ben,
pas de sport parce que maladie, cortisone, etc. Il a pris énormément de poids. Et après, bon, à une vingtaine d'années, il s'est repris en main et aujourd'hui, il a un physique très musclé et tout ça, mais il a eu une jeunesse en surpoids. Et comme tu dis, voilà, c'était un jeune qui a pas pu faire de sport, qui était malade et certainement que ça aurait pu prendre une autre direction s'il n'avait pas eu cette maladie, quoi. Est-ce que pour toi, on vit dans une société qui est un peu déconnectée de ses besoins réels? Ah, j'en suis intimement convaincue, sûre et certaine. Autant, alors je peux être très perchée, je suis désolée, mais moi je me dis, on va moins dans la nature. On fait moins attention à concrètement qu'est-ce qu'on mange, la qualité de nos produits. Il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu au détriment de leur sommeil, beaucoup de gens qui s'endorment avec les écrans. Je pense qu'il faudrait revenir à quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus sain. Et moi, je suis pro méditation, cohérence cardiaque. Si ça va pas, va dans la nature. Tu verras, marcher, les arbres et tout ça, ça va te faire du bien. Savoir se déconnecter de tout ce qui est futile. Ouais, je pense que ça, les gens ont oublié de le faire. Il faudrait qu'on revienne un peu à une vie primaire, entre guillemets. Ouais, alors après, je dis pas qu'il faut vivre dans une hutte au milieu de la forêt, mais pouvoir revenir à l'essentiel, au basique, quoi. Ouais. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souffre en silence avec la nourriture, qui se rend compte qu'il y a des TCA, qui pense qu'il peut pas s'en sortir? Qu'est-ce que tu pourrais lui glisser aujourd'hui? Déjà qu'il est pas seul. Il y a beaucoup de gens comme lui, comme cette personne-là. Qu'il y a des professionnels qui sont plutôt bien formés, que maintenant on commence vraiment à voir des différences avec justement les thérapies début des années 2000 et maintenant. Qu'il y a des nouveaux TCA qui arrivent, donc qu'on appelle les troubles de l'oralité alimentaire. Donc ça, c'est typiquement les gens qui viennent et qui disent bah moi je mange que des nuggets d'une certaine marque et rien d'autre. Bah ça en fait voilà, c'est un vrai trouble à diagnostiquer et à rééduquer chez un orthophoniste et chez une diététicienne, donc c'est pas rien. Et c'est des gens qui sont beaucoup laissés pour compte, donc ça me fait beaucoup de peine pour eux malheureusement. Et non, il y a des professionnels dans le coin. Il faut pas qu'ils restent tout seuls. Il y a des médecins qui sont très bons là-dedans. Il y a des nutritionnistes très bons là-dedans, des diététiciens qui sont très bons là-dedans. Et il faut ouvrir la parole là-dessus. Ok. Mais écoute, on restera là-dessus pour la trame principale. Je vais finir avec quelques petites questions un peu plus personnelles. Si tu devais donner un seul conseil bien-être qui va au-delà du sport et de la nutrition, ce serait quoi? Ah, la méditation et la cohérence cardiaque. Même pour ceux qui maintenant ont des problèmes avec le cortisol, ont des problèmes avec justement l'impulsivité alimentaire, je leur demande de faire de la cohérence cardiaque avant de manger. C'est quasiment radical. On vient calmer le système nerveux. Ok. Est-ce que tu as une citation ou une phrase motivante qui t'inspire? Un petit mantra, quelque chose? C'est dur ça. Je suis capable de tout faire, mais pas en même temps. On est tous capables de tout faire dans la vie, mais jamais en même temps. Pourtant, les femmes, elles arrivent à faire plein de choses en même temps. Ouais, mais non, on n'est pas capable de tout faire. Non, dans la vie en général, quand tu regardes, t'es pas capable de tout faire. Ça, c'est vrai. Que donnerais-tu comme conseil au toi d'il y a 10 ans? De pas avoir peur, d'avoir déjà ces pensées-là. Parce que moi, si tu veux, pour la petite histoire, quand j'ai fait mes études il y a 10 ans, j'étais celle qui levait la main et qui disait « Mais je comprends pas, du coup, ceux qui sont alimentés par nutrition entérale, ils arrivent à remanger après normalement ?» Donc tu vois, j'étais déjà dans le TCA. Et moi, en me regardant, les profs, ils savaient plus quoi dire, quoi. Et ben finalement, je me rends compte que c'est plus moi qui ai raison maintenant que eux il y a 10 ans. Donc en fait, j'aurais dû persévérer beaucoup plus dans la psycho, beaucoup plus là-dedans. Ne pas me dire que finalement les diètes n'ont pas leur place dans ce domaine-là, parce que bien sûr que si. Et vraiment de porter ma voix sur des sujets comme ceux-là, parce que pour moi c'est tellement important. Il faut des gens justement qui font les Marianne et qui disent ce qui va et ce qui va pas, quoi. D'accord. Où te vois-tu dans 10 ans? Eh ben écoute, c'est mon grand sujet dans ce moment, ça.
Où je me vois dans 10 ans? Alors déjà, dans 10 ans, j'aurai quel âge? J'aurai 43 ans. 43 ans, écoute, moi, je me vois encore en libéral dans mon cabinet. Je me vois, j'aimerais beaucoup être dans la formation, dans pourquoi pas BTS Diète, etc., pouvoir transmettre. J'ai énormément besoin et envie de transmettre. Et ça sera déjà pas mal. Ouais, c'est un beau projet, bien sûr. Ouais, c'est un beau projet, de transmettre. Donc, en parlant de projet, est-ce que tu as un projet perso ou pro en cours? Oui, du coup, les troubles de l'oralité alimentaire. Donc, comme je disais, alors ça peut toucher dès le nourrisson jusqu'à des personnes adultes. J'ai eu un patient à 36 ans, il ne mange que mouliné. J'ai eu une patiente qui ne mange que des nuggets d'une certaine marque et un yaourt d'une certaine marque. J'ai une autre, elle ne mange que des pâtes et je sais plus quoi d'autre. Donc forcément, l'alimentation est complètement déstructurée. Ça va être un nourrisson de 18 mois qui refuse tous les morceaux. Donc normalement, 1 an et demi, il est censé manger quasiment comme nous. Donc en fait, on se rend compte que à l'époque, c'était justement des TCA et maintenant on est en train de se rendre compte que non, c'est un trouble de l'oralité alimentaire. Et en fait, c'est au niveau sensorimoteur, donc au niveau de la bouche ou de la déglutition, où ça va être des enfants qui vont pas supporter, on voit ça beaucoup dans les troubles du spectre autistique, c'est des enfants qui vont pas supporter certaines couleurs. Par exemple, la betterave, pour un TSA, c'est impossible. Ça va être des enfants qui vont pas supporter le riz parce que c'est compliqué. Le riz, ça se met un petit peu entre les dents et la gencive. Enfin, tu sais, c'est un petit peu... Enfin, pas les dents et la gencive, les dents et les parois de la bouche. Donc, c'est assez désagréable pour eux en bouche. Les aliments croquants, ça va pas le faire. Les aliments à double texture, le stracciatella, par exemple, très compliqué pour eux à manger. Ça va être des choses comme ça. Donc, en fait, voilà, je vais normalement... je suis inscrite à la formation, mais... je vais pouvoir prendre en charge les patients qui, justement, ont des troubles sensorimoteurs au niveau de la bouche. Ok. Donc, je vais être dans tous les problèmes alimentaires. Ouais, je vois ça, hein. Super intéressant. Et la dernière question, est-ce que tu as une recommandation de personnes pour un futur podcast? Une personne que moi, je connais? Ou même que tu connais pas, mais quelqu'un que tu aimerais entendre ou... Je sais pas, là. Alors là... Après, tu pourras réfléchir et si tu as une idée, tu pourras toujours me le dire en privé. Ah ouais, parce que là, pour le coup, tu me poses une colle. Donc toi, t'es bien-être, sport et nutrition. Et santé. Et santé. Ah, il faut que je réfléchisse. Ouais, pas de souci. Ah ouais, Tu parce que réfléchiras, tu là, tu regarderas. me poses une colle, ouais. Pas de souci, puis tu me diras ça en privé. Ça marche. Mathilde, merci beaucoup pour ces réponses. Je t'en prie, merci à toi pour ton temps. Avec plaisir. On va clôturer ici. On se dit à bientôt. Ouais, à plus. Ciao, ciao. Merci énormément d'avoir écouté cet épisode. Je pense sincèrement que c'est le genre de discussion qui peut faire du bien à beaucoup de monde parce que les TCA touchent énormément de personnes, parfois sans même qu'elles mettent un mot dessus. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On sous-estime souvent l'impact qu'une simple discussion peut avoir chez quelqu'un qui souffre en silence. Vous pouvez également soutenir le podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant sur vos réseaux, ça aide énormément. Merci encore à mon invité pour sa transparence et la qualité de cet échange. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, on reste focus et on enclenche le changement. À plus, bye bye. Focus Podcast.